Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition de nos informations dont voici le sommaire. Couverture médiatique de l'investiture du président Mamadi Doumbouya, la haute autorité de la communication et la direction de l'information et de la communication DCI étaient en conclave ce mercredi avec des journalistes. Objectif échanger sur le dispositif à mettre en place, le cadre solennel de l'événement et le rôle central des professionnels de médias. Compte rendu à suivre. CAN Maroc 2025, le Sénégal décroche son ticket pour la finale face au Pharaon d'Égypte. Les Lions de la Teranga, au terme d'un match totalement maîtrisé, se sont imposés 1-0 grâce à une superbe frappe de Sadio Mané. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ce samedi 17 janvier 2026, Mamadi Doumbouya sera investi président de la République de Guinée. Une occasion solennelle qui marquera une étape historique pour le pays pour assurer donc une couverture médiatique responsable sans incident. La haute autorité de la communication, le directeur de la communication et de l'information de la présidence de la République et le ministre de la Culture ont échangé avec les journalistes et techniciens accrédités, une rencontre initiée pour donner des consignes aux hommes de médias. Bangali Camara et Ansoubaï Le Baldé, compte rendu. C'est une rencontre qui consiste à expliquer le plan média aux journalistes accrédités pour l'investiture du président Mamadi Doumbouya. Une cérémonie solennelle à une portée historique qui connaîtra la participation de plusieurs chefs d'État, des chefs de délégation et de représentants d'institutions. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Moussa Moïsila, appelle les journalistes à la responsabilité lors de la cérémonie. L'investiture donc du président Mamadi Doumbouya appelle à une couverture médiatique à la hauteur de sa portée institutionnelle historique. À ce titre, votre rôle est central. Vous êtes donc, à ce titre, les témoins privilégiés de cette histoire en marche de la Guinée, avec un nouveau départ qui débutera donc ce samedi. Vous êtes également les relais de sens, de pédagogie et de responsabilité, surtout auprès des populations qui nous écoutent, qui nous suivent. Nous vous invitons donc à exercer cette mission au cours de cette journée, dans le strict respect des principes de rigueur professionnelle et de responsabilité, tout en veillant à préserver le caractère solennel, républicain et unificateur de la cérémonie. Le président de la haute autorité de la communication, Boubacar Yassine Diallo, a décliné le quota de journalistes accrédités pour chaque média demandeur. Vous remarquerez donc que pour chaque télévision, nous avons choisi un journaliste et un cadreur. Pour les radios, nous avons choisi un journaliste. Pour les sites, nous avons choisi un journaliste. Et pour la presse étrangère, nous avons choisi également un correspondant ou un envoyé spécial par organe. Lors de la rencontre, le directeur de la communication et de l'information de la présidence de la République a exposé sur le plan élaboré pour la bonne réussite de l'investiture du président Mamadi Doumbouya. C'était en présence de certains responsables de l'URTELGI. Dans la foulée, les hommes de médias ont reçu leur badge d'accréditation. Deuxième phase du procès des événements du 28 septembre 2009 après le passage du colonel Bienvenu Lama. Ce mardi, 3 autres accusés ont fait leur comparution devant le tribunal criminel de Dixine. L'audience a été marquée par une exception de nullité soulevée par la défense. Compte rendu, Mamadou Tanoba. Commandant Georges Olemou, gendarme de profession, colonel Jean-Louis Pogomou, également gendarme de profession, et adjudant-chef Thomas Touaro, militaire de profession, sont accusés entre autres d'abus d'autorité, meurtre, assassinat, viol, enlèvement et torture. Après lecture de l'ordonnance de renvoi, l'avocat de la défense, maître Pépé Antoine Lama, a soulevé une exception de nullité et de prescription. Conséquence, les avocats de la défense ont demandé l'annulation de la procédure dans son entièreté. Quand la forme ne tient pas, on ne peut pas aller au fond. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas être jugé
Mais on estime que la procédure qui est soumise au tribunal est nulle. Elle a été annulée. Et quand une chose est annulée, on ne peut pas revenir là-dessus. Voilà pourquoi nous avons soulevé deux exceptions. L'une par rapport à la prescription de l'action publique, l'autre par rapport à la nullité de la procédure qui saisit le tribunal. L'arrêt numéro 09 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction du 15 mars 2022 a été confirmé par la Cour suprême à travers le rejet du pourvoi introduit par le procureur général. Donc à partir de là, la procédure dont est issue l'ordonnance de renvoi qui saisit le tribunal est nulle. Une demande d'exception de nullité jugée non fondée par le parquet, mais aussi la partie civile. C'est un procès complémentaire. Et ceux qui sont devant le tribunal criminel sont poursuivis au titre de la complicité. Or, quand il y a un complice, c'est qu'il y a un auteur principal. L'auteur principal a été déjà jugé. Il n'y a pas de raison qu'on ne juge pas le complice aussi, que le tribunal examine et que s'il est convaincu qu'il n'y a pas de complicité, il rendra une décision conséquente. Mais s'il estime que la complicité est établie, eh bien, il va prendre sa décision. Et dans ce cas de figure, en tant qu'avocat de la partie civile, pour nous, la complicité est bel et bien établie. Je le dis sous réserve de l'appréciation du tribunal, moi en tant que partie civile. Le président du tribunal, Aboubakar Thiam, a renvoyé le dossier au 19 janvier pour la suite des répliques. Sur un tout autre plan, Fatoumata Binta Diallo, une jeune fille âgée de 9 ans, est frappée par une paralysie de ses membres inférieurs depuis plus de 4 ans. Elle et sa famille vivent dans un désespoir total. C'est pourquoi ils demandent l'aide des bonnes volontés, cela afin de sauver la vie de Fatoumata qui n'arrive plus à marcher. Fatoumata Diallo et Bangali Camara nous signent ce reportage. Marcher à quatre pattes à cause d'une paralysie des pieds. C'est le résumé de la vie de Fatoumata Binta Diallo. Âgée de 9 ans, elle n'arrive pas à s'arrêter. Pourtant, la jeune fille est née sans handicap. Selon sa mère Kadiatou Diallo, elle vit avec la maladie depuis 4 ans maintenant. Ça a commencé le lundi vers 16h par un mal de tête. Elle s'est mise à se plaindre pendant toute la journée. Je devais aller chez ma mère le lendemain. Et quand nous sommes arrivés à un endroit, elle a commencé à avoir mal. C'est là que tout a commencé. Ainsi, j'ai appelé ma sœur pour la porter au dos. Moi, je me suis retournée au champ pour informer mon mari. On a tout fait, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. À cause de la maladie, Fatoumata Binta Diallo passe son temps dans un coin isolé sans ses amis d'âge, une situation qu'elle a du mal à supporter. J'ai besoin d'aide pour pouvoir marcher à nouveau et aller à l'école. Dans l'espoir de trouver une suite favorable, les familles de Fatoumata Binta Diallo ont quitté Télémélé pour Tanene. Ils ont fréquenté plusieurs centres de santé et de médecine traditionnelle, mais jusque-là, leur fille n'arrive pas à retrouver l'usage de ses pieds. On a fréquenté beaucoup de centres de santé, mais elle n'a pas encore recouvert sa santé. Après, on s'est orienté vers la médecine traditionnelle. Jusque-là, la souffrance continue. On n'a rien là où nous sommes, même le transport. Notre fille n'étudie pas, par faute de moyens financiers, et je tends la main aux bonnes volontés pour nous venir en aide. Les parents de Fatoumata Binta Diallo lancent un appel aux bonnes volontés afin de leur venir en aide pendant ces moments difficiles.
Je vous l'annonçais au sommaire, les Lions de la Teranga se sont imposés sur le score d'1-0 face aux Pharaons d'Égypte grâce à une superbe frappe de Sadio Mané. C'était à l'occasion de la première demi-finale de la CAN Maroc 2025 au grand stade de Tanger. Le Sénégal de Sadio Mané, dominateur dans le jeu, élimine une fois encore l'Égypte de Mohamed Salah. Retour sur les temps forts avec Germaine Mansari. Dès le coup d'envoi, les hommes de Pape Thiaw cherchent à imposer leur rythme, même s'ils peinent d'abord à trouver les automatismes. À la 18e minute, Nicolas Jackson se procure une belle occasion, mais manque l'ouverture du score. La rencontre est très fermée, typique d'une demi-finale à fort enjeu. Peu d'occasions franches, mais beaucoup d'intensité et de duels. Coup dur toutefois pour les Lions de la Teranga, qui perdent leur capitaine, Kalidou Koulibaly, sur blessure. Malgré cela, le Sénégal monte progressivement en puissance. Plus entreprenant, les Lions butent sur une défense égyptienne très regroupée. Les Pharaons misent essentiellement sur des contres, sans véritablement inquiéter la défense sénégalaise. Au retour des vestiaires, les Sénégalais confirment leur domination. Maîtres du jeu, ils confixent le ballon et multiplient les offensives, mais manquent encore de précision dans le dernier geste. La fin de la rencontre se transforme en véritable combat. Poussés par leur détermination, les Lions de la Teranga accentuent la pression, enchaînent les tentatives et finissent par être récompensés en trouvant enfin le chemin des filets. Profitant d'une frappe contrée de Lamine Camara, Sadio Mané sèmène le ballon devant la surface et arme un tir puissant qui surprend Mohamed El Chanaoui sur la gauche et marque pour le Sénégal à la 78e minute du jeu. Malgré quelques minutes de temps additionnel, l'Égypte ne parvient pas à revenir. L'arbitre siffle la fin du match sur une victoire précieuse et méritée du Sénégal. Dominateur dans le jeu, le Sénégal est qualifié pour la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pendant que les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations se jouent au Maroc, que les stades s'embrasent et que les grandes nations du continent se disputent une place dans l'histoire, la Guinée regarde de loin. L'équipe guinéenne n'est pas de la fête, non qualifiée, absente au moment où l'Afrique du football se révèle vraiment un vide qui interroge, qui dérange et qui oblige à se poser une question simple mais essentielle. Comment une nation aussi riche en talent peut-elle encore manquer ces rendez-vous décisifs? CAN Maroc 2025, la Guinée absente, le silence qui fait du bruit. C'est un billet signé Zakaria Kamara. Les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations se jouent ce mercredi au Maroc. L'Afrique du football est en fête, mais la Guinée n'est pas là. Il faut le dire, sans détour, ça fait mal. Parce que quand l'Afrique se retrouve à ce niveau de la compétition, quand les nations se battent pour une place dans l'histoire, le Sili national devrait être là. Avec son courage, ses talents, son public, avec cette fierté rouge, jaune et vert qui fait vibrer tout un peuple. Mais cette fois encore, nous regardons les quarts de finale comme des spectateurs. Pas par choix, par élimination, par incapacité, une fois de plus, à transformer le potentiel en résultat. Et pourtant, la Guinée n'est pas une petite nation de football. Elle n'a jamais manqué de joueurs. Elle n'a jamais manqué de passion. Ce qui lui manque, trop souvent, c'est la continuité, la vision, le respect du maillot. Voir les autres avancer pendant que le Sili reste à quai, c'est une douleur silencieuse. Mais c'est aussi un appel à l'orgueil national, un appel à faire mieux enfin. Parce qu'aimer son pays, ce n'est pas seulement chanter Gbingbinso quand on gagne. C'est aussi exiger quand on échoue. C'est refuser de banaliser l'absence. C'est refuser que la Guinée devienne une habituée de regrets. La CAN continue sans nous, mais la Guinée, elle, doit se relever pour que demain, dans ces mêmes quarts de finale, ce soit notre drapeau qui flotte, notre hymne qui résonne, et notre Sili qui se bat. Parce qu'un grand pays de football ne disparaît pas, il apprend, il corrige, il revient plus fort.
Pour terminer, Donald Trump sort du silence sur la situation en Iran. Le président américain a appelé les manifestants à poursuivre leur mobilisation contre le régime en place, promettant un soutien sans préciser sa nature. Il a également averti d'une riposte très forte en cas d'exécution de protestataires, une réaction qui intervient alors que la répression aurait fait déjà plus de 2500 morts selon des ONG. Khadija Kaba. Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois pris position sur la situation en Iran. Sur son réseau Truth Social, il a exhorté les manifestants iraniens à maintenir la pression contre les autorités jusqu'à leur renversement, affirmant que l'aide était en route, sans toutefois donner de détails sur la nature de ce soutien. Une déclaration qui intervient dans un contexte de répression brutale des mouvements de contestation en Iran. Trump a également averti que toute exécution de manifestants arrêtés entraînerait une réponse très forte. Cette prise de parole soulève de nombreuses interrogations, tant sur les intentions réelles des États-Unis que sur les implications possibles d'une telle déclaration dans un climat géopolitique déjà tendu. Selon les chiffres de l'ONG Ashrana, la répression a déjà coûté la vie à 2571 personnes, un bilan dramatique qui met en lumière l'ampleur de la crise et la gravité des violences exercées contre les civils. Face à cette situation alarmante, la communauté internationale reste largement silencieuse, tandis que les appels à la solidarité et à l'intervention se multiplient. Le soutien affiché de Donald Trump, bien que controversé, relance le débat sur le rôle de puissances étrangères dans les luttes pour la démocratie et les droits humains. C'est la fin de ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur KVTV, la télé du développement et de l'entrepreneuriat.